Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre à Controverse, votre émission de débat contradictoire sur la télévision du Burkina. 55 milliards de francs CFA distribués au titre du Fonds commun au ministère de l'économie et des finances en 2017. C'est la révélation du ministre à l'Assemblée nationale, le ministre de l'économie et des finances vendredi dernier. Il n'en fallait pas plus pour créer une polémique autour donc de ce système de rémunération pourtant en place depuis 1963 pour ce qui est de la Direction générale des douanes, par exemple. Pour le gouvernement, le fonds pose un problème de soutenabilité, mais aussi d'équité dans la gestion des agents publics. Les syndicats parlent d'un acquis à ne pas à brader sous aucun prétexte. Le différend est profond. Un préavis de grève a été déposé les 4 et 5 avril prochains. Le sujet donc est au menu de l'émission Controverse ce soir. Pour en parler, nous sommes avec M. Abel Somé. Il est le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du développement. Avec nous, M. Mathias Kadiogo du syndicat national des travailleurs des douanes. Il est le coordonnateur aussi des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement. Avec nous, M. Ousseini Tamboura, il est député, mais il est ici au titre du Mouvement du Peuple pour le Progrès, le parti au pouvoir. Avec nous, M. Nongo Grégoire Traoré, du syndicat national des agents des impôts et des domaines. Je précise que vous pouvez participer à cette émission en nous appelant au 25 40 79 03 en dernière partie d'émission ou en postant sur le hashtag Controverse RTB. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à l'invitation de la RTB et de l'émission Controverse ce soir. Alors on va commencer par vous, Monsieur Somé. Lorsqu'on parle de fonds communs, ça veut dire quoi et comment ça se génère exactement avant de rentrer dans le vif du débat? Merci, M. Congo. Les fonds communs, en ce qui concerne le ministère de l'économie, des finances et du développement, ce sont donc des avantages non salariaux de nature pécuniaire qui sont servis aux agents de ce ministère. Ils remontent quand même assez loin, c'est depuis les années 60, en 1963 précisément, qu'il a été mis en œuvre. C'est vrai que les dénominations ont évolué et c'est en 1991 que la terminologie de fonds commun est apparue. Et ce fonds commun-là a évolué aussi dans ses sources d'alimentation parce que ce sont des ressources financières qui sont allouées. Et donc, il faut savoir d'où viennent ces ressources. Et donc, je peux donner rapidement un peu les sources, si vous voulez, de financement de ces fonds-là. L'alimentation, au début, c'était constitué par les intérêts de retard perçus sur les obligations. Ce qu'on appelle les accessoires. Voilà, c'est ça, globalement. Et les remises spéciales de 1%, l'ensuite sur ces obligations-là. Il y a eu aussi les majorations sur un compte prévisionnel, les majorations sur les effets impayés, et sur les pénalités, amendes ou confiscations liées au recouvrement des recettes. Il y a eu aussi les sous d'alimentation qui ont touché les produits et les intérêts créditeurs des comptes du Trésor, à la BCAO et dans les banques primaires, ainsi que les gains de change obtenus sur les opérations de transfert. Et globalement, à partir de 2011, les sources de financement d'alimentation du Fonds commun sont désormais indexées sur les recouvrements réalisés par les régies de recettes, précisément la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes. De façon concrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 2017 les impôts... Voilà, ne vous inquiétez pas, je vais y arriver, je vais vous donner de façon précise. Ça, oui, je suis obligé d'être un peu long, je vais vous expliquer ça. Et en ce qui concerne la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, c'est donc sur la trésorerie nette que cette alimentation est basée. Et donc, en 2017, nous avons le dernier texte de base, c'est que nous arrêtons l'arrêté de base, précise tout cela. Il dit d'abord que les fonds communs sont destinés à motiver de façon globale l'ensemble des agents du ministère, au regard donc de la spécificité de leur mission, et ils sont guidés par les principes de la performance, de la solidarité et de l'équité. Donc ça, c'est ce qui ressort clairement dans le texte. Mais l'idée même à l'origine, c'était de dire qu'il faut motiver ces agents-là pour les prémunir un peu des tentations de puiser sur les ressources. Tout simplement la corruption. Voilà, pour éviter tout ça. Et parce qu'ils ont quand même une responsabilité pécuniaire. Absolument. Et tout, bon, voilà, c'est un peu ça.
Et donc, l'arrêté vous précise, vous donne cette définition. Et il y a 4 types de fonds communs. Bon, ils sont alloués de façon trimestrielle, ce qui est précisé depuis 2017. 4 types au sein du Voilà, il y ministère. a 4 types de fonds communs. Il y a le fonds commun, d'abord, de la Direction générale des douanes, le fonds commun de la Direction générale des impôts, le fonds commun de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, et le fonds commun des autres structures qui ne sont pas des régies de recettes, autres structures autres que ces 3 qui ont été citées. Et donc, pour chaque fonds commun, on précise comment c'est alimenté. Donc, vous avez le fonds commun de la Direction générale des douanes, le montant global qui doit être partagé aux agents de cette Direction générale est obtenu en appliquant au recouvrement du trimestre, donnant droit au fonds commun un taux de 1,5%. Donc, c'est ce que cette direction va recouvrer sur le trimestre. Quand on évalue, c'est 1,5% de ce montant-là. Et le montant ainsi déterminé, il est réparti intégralement au profit des agents. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça, ce sont les dernières évolutions. Donc, il est réparti intégralement. Ensuite, on précise que le compte qui alimente ce fonds commun, enfin, le compte relatif au fonds commun, il est alimenté par les ressources qui résultent de la ventilation des pénalités, des amendes, et confiscation douanière et par d'autres sources qui seraient autorisées par le ministre. Et on précise aussi qu'à partir de 2018, ces ressources-là qui résultent de ces ventilations-là ne vont plus alimenter le fonds commun. Au niveau de la Direction générale des impôts, la masse qui est partagée au niveau de cette Direction générale consiste à appliquer un taux de 1,7% au recouvrement effectué durant le trimestre par cette Direction générale. Et ce montant aussi, il est intégralement réparti aux agents de la Direction générale des impôts. C'est-à-dire que si la Direction générale des impôts a recouvré 100 milliards, on applique il faut faire 1,7% des 100 milliards pendant la période. Voilà, désignée. et ce montant donc, est réparti selon des règles précises aux agents de la Direction générale des impôts. Le compte donc, qui alimente le compte relatif au fonds commun de cette direction est alimenté un peu comme à la Direction générale des douanes par ces différentes pénalités. Et depuis donc, le 1er janvier 2018, ils ne vont plus alimenter ces comptes-là. Voilà. Et le fonds commun de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, il est calculé, la masse qui est répartie à ce niveau est calculée à partir donc est obtenue en indexant un taux de 0,30% à la trésorerie nette qui est gérée pendant le trimestre qui ouvre droit au fonds commun. Voilà, donc ça c'est au niveau de la Direction générale du Trésor et ce montant-là, il est également intégralement réparti aux agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Et si donc le compte qui est relatif à ce fonds-là était alimenté par les produits des intérêts créditeurs, des comptes du Trésor à la BCAO et dans les banques primaires, les gains de change, etc. et d'autres sources si le ministre l'autorise. Et pareil, à partir de janvier 2018, ce produit intérêts créditeurs, là, les produits des intérêts créditeurs et autres, ne cessent d'alimenter ce fonds commun du Trésor. Et enfin, le fonds commun des autres structures qui ne sont pas de ces 3 structures, là, le montant ou la masse qui va être répartie aux agents de ces différentes structures, il est déterminé en fonction d'un écart entre les parts individuelles de fonds commun des agents de dites structures et celles des agents de la régie de recettes ayant les parts individuelles de fonds commun les plus élevées, catégorie pour catégorie, échelon pour échelon. Donc ici, c'est une particularité. Quand la répartition est faite, on observe quelle est la régie, entre ces 3 régies qui ont été citées, qui obtient les parts individuelles les plus élevées. Et on applique donc un écart à partir de ce montant. Ces fonds, puisqu'ils ne font pas de recettes Ben, ces fonds-là, on l'explique, vous avez des ressources budgétaires. De toute façon, les méthodes de financement de ces fonds-là sont telles qu'on donne une possibilité aux responsables du département d'autoriser, puisque les textes disent que voici le montant à déterminer, et si le montant est disponible en trésorerie, on le rend disponible, sinon on prend des dispositions pour que ce montant-là soit disponible et réparti. D'accord. Donc le montant il est réparti intégralement aussi. Et
Donc voici globalement. On a déjà une idée voilà. de comment le compte est crédité. Voilà à peu près comment donc vous avez. On va rentrer maintenant dans le vif du débat. Pourquoi c'est devenu un problème aujourd'hui? Bon, c'est devenu un problème. Est-ce que c'est devenu un problème? En fait, la question du fonds commun préoccupe en vérité. Parce que vous avez, au niveau du ministère, nous avons conscience ou l'impression que beaucoup d'efforts ont été faits pour motiver les agents, pour les mettre dans les conditions favorables. Et ça, ce sont les résultats de leur lutte au niveau des différents syndicats. Donc, les responsables que nous sommes pensons que la situation est assez favorable et qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde. Parce que c'est une analyse purement de chiffres. Quand vous prenez l'évolution des masses globales au niveau du fonds commun, quand vous remontez de 2001 jusqu'à 2010 à peu près, la masse globale qui était répartie en 2001, c'est 2,5 milliards à peu près, hein, sur tous les ministères. Et on a évolué comme ça jusqu'en 2010 à peu près à 7,5 milliards globalement. Vous voyez sur 10 ans à peu près comment ça évolue, 1 milliard peut-être par an, 500 millions, etc. Et du coup, à partir de 2011, c'était les résultats des accords qui ont été obtenus avec les différents syndicats. On est passé à un montant de plus de 14 milliards à partir de 2011. Donc 14 milliards, on monte de 20 milliards et on arrive à 26 milliards en 2016. Et il y a encore des accords ou des discussions qui ont permis des évolutions en 2017, et ce qui nous permet d'arriver à 55 milliards. Et donc, on regarde comment ça évolue, on se dit, attention, vu les ressources budgétaires que nous avons, vu la mobilisation des ressources que nous faisons, est-ce que, et vu le système de répartition, est-ce que ça va être soutenable, est-ce que ça peut être durable? La réflexion existe au ministère depuis au moins 1 an ou plus. Donc, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui que je pense que les partenaires sociaux savent. On a essayé plusieurs fois de discuter, d'attirer l'attention et de dire que le système de répartition ou, disons, les textes qui régissent là, on peut les revoir et trouver des systèmes de motivation qui sont plus pérennes, qui sont durables et qui tiennent compte d'un ensemble de choses qu'on peut harmoniser, tenant compte de l'équité et de la soutenabilité des ressources budgétaires. Voilà un peu les réflexions que nous avons. Et bon, voilà, si vous voulez, la situation telle qu'elle apparaît aujourd'hui préoccupe, et c'est pour ça qu'on a un droit d'en parler, je pense. La situation préoccupe, M. Kadiogo, pose un problème d'équité, comme vient de dire le secrétaire général, mais aussi de la pérennité même du fonds. Mais quand on vous écoute, notamment à votre conférence d'hier, vous dites pas question de toucher aux acquis. Absolument. Absolument. Et nous, au niveau de la coordination des syndicats du ministère et au niveau de l'ensemble des travailleurs du ministère, nous avons dit que vraiment il n'est pas question pour le moment, pour nous en tout cas, d'envisager une quelconque discussion autour de ce fonds. Voilà. D'autant plus qu'il ne fait même pas partie de notre préavis que vous avez indiqué dans l'entame. Je rectifie d'ailleurs que le préavis qui a été déposé... Pas sur le fond. Voilà, pas sur le fond. Le fond n'est pas parti, non. Ce n'est même pas des questions d'argent. Il allait être préférable... Bon, on va arriver au... Il allait être préférable pour nous que Madame le ministre elle-même soit au plateau ici. Il y a son secrétaire général. Oh bon, mais sur un couteau, puisque c'est Madame qui allait à la représentation nationale pour crier au scandale, hein, en disant qu'elle a mal au cœur en nous servant ce fonds, comme si voilà, on était en train de puiser de l'argent illégalement des caisses. Donc nous, on ne peut pas admettre ce genre de propos, de comportement. On s'est dit que bon, s'il y a illégalité, c'est elle qui est la première responsable. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui devant la représentation dire que non, le fonds commun qui est servi au personnel du ministère est dans une situation difficile. Et elle est venue trouver des textes, elle a aménagé ces textes. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme ça. Le secrétaire général a dit... Il y a une inquiétude, monsieur Kadiogo. J'ai poursuivi, le secrétaire général a dit que de 2002 à 2010, et le fonds commun a quitté de 2 milliards à 7 milliards, ça a multiplié par 3. Et ce qu'il a oublié de dire, c'est la mobilisation aussi des régies durant la période. Ça a été multiplié, mais ça n'a pas été multiplié. Donc, normalement, la croissance, ça, des deux côtés. Pas que le fonds a accru et la mobilisation n'a pas accru. De 2011 à 2017, ce n'est pas que
et la masse globale du fonds commun a évolué et la mobilisation n'a pas évolué. Donc, que vous prenez les impôts, le trésor ou la douane, on a, au moins, en tout cas de 2011 à 2017, là, ça a été multiplié par 2, les mobilisations. Donc, le reste, je pense qu'il appartient au gouvernement, voilà, de toujours dire à l'opinion pourquoi il est utile de servir le fonds au personnel du ministère, de mon point de vue. Monsieur Tamboura, il est utile de dire pourquoi, plutôt justifier les fonds qui sont alloués pour la rémunération de ces agents-là, au lieu peut-être de parler d'équité et de soutenabilité. Oui, je voudrais dire déjà qu'il est bon d'avoir les deux commentaires, les deux arguments de la part du gouvernement et des syndicats. Et lorsque nous avons posé cette question, et lorsque nous avons entendu la réponse, quand nous avons posé la problématique de la soutenabilité et de l'équité, nous avons une autre compréhension. La soutenabilité veut dire que, au cours de ces 2 dernières années, de nombreux protocoles ont été signés et il nous revient que ce n'est pas les seuls fonds communs qui existent en vérité. Qu'on les appelle comme ça ou qu'on ne les appelle pas comme ça. Donc en vérité, l'intérêt de la représentation nationale, c'est de savoir quel est le volume financier de l'ensemble de ces dispositifs qui étaient conçus pour motiver les agents du ministère des Finances. Ça, c'est la première question. La question de l'équité, c'est par rapport aux autres travailleurs de la fonction publique qui n'en bénéficient pas. Et là, je vais, le profane que nous sommes, tout le monde sait très bien que la douane avait son fonds commun. Peut-être c'est le premier, peut-être que c'est la première institution qu'il avait. Vous étiez étudiant, après tout le monde comprenait ça. Ensuite, ça a évolué. On y a ajouté dans le panier une autre régie. On y a ajouté la seconde régie. Les impôts, ensuite, on a ajouté tous les autres travailleurs du ministère des Finances qui ne sont pas une régie. Ça veut dire qu'il y avait un souci d'équité au sein du ministère des Finances. Et je me souviens encore des arguments du syndicat de ceux qui ne sont pas dans les régies, c'est de dire que nous sommes dans le même ministère, nous faisons le même travail. Ce même argument est utilisé par les autres travailleurs de l'État. Donc la dynamique d'élargissement, pourquoi elle ne peut pas être poursuivie? C'est la première question qui peut être posée. Deuxièmement, la question de l'équité, c'est l'alimentation de ces fonds. Vous avez écouté le secrétaire général. En quoi est-ce que des intérêts créditeurs, de l'argent de l'État, déposé dans des banques commerciales ou à la BCAO, doit-il nécessairement alimenter un panier qui est censé être distribué, être donné aux agents qui ont recouvré de l'argent pour les motiver? Première question. Il a dit aussi qu'il y a les gains de change et en cas de perte. Les gains de change. Ça veut dire que sur les places financières, le Burkina a obtenu des gains de change et en cas de résultat négatif. Donc il y a des logiques juridiques cohérentes qui devraient amener le ministère des Finances, et ici pour moi, c'est aussi bien l'exécutif du ministère des Finances que les travailleurs, à comprendre qu'il y a nécessité de regarder la nature de ce fonds pour faire en sorte qu'il soit juste, parce que l'accessoire dépasse le principal. Vous savez que la rémunération du travail, c'est le salaire. Mais on est dans une situation où les éléments de motivation supplémentaires dépassent la rémunération. Ce qui fait une augmentation de salaire par rapport à cette catégorie de travailleurs que les autres n'ont pas. Et ce qui justifie d'ailleurs l'ensemble des grèves des autres syndicats. Alors en tant que représentation nationale, ayant ces réponses, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir à des justes mesures et de mettre de la transparence dans ces fonds communs? Il ne s'agit pas de dire qu'il faut supprimer les fonds communs, c'est fini. Il s'agit d'y mettre de la transparence et de la rationalité afin que l'ensemble des travailleurs puissent en bénéficier et que ça se fasse aussi dans des mesures légales acceptables. Alors, vous devez peut-être être déjà rassuré qu'il ne s'agit pas de supprimer les fonds communs, mais l'honorable député pose 2 questions principales, notamment le financement de ce fonds, même beaucoup plus l'équité, le fait de l'élargir aux autres catégories de travailleurs. Nous serons. Excusez-moi. Merci. Allez-y, voilà. La parole à qui veut la Ok, prendre. bon, voilà. Nous pensons, comme il a dit, voilà, cette rencontre-là, cette émission, bien sûr, c'est l'occasion pour donner un certain nombre d'éclaircissements à l'ensemble de la population qui nous suit. Il a dit tantôt, Madame le ministre n'est pas là, on aurait souhaité qu'elle soit là, parce qu'elle a un mot de cœur, alors que nous, on connaît les finances. Si elle a un mot de cœur, la gestion des finances que nous connaissons, si on ne cherche pas un cardiologue pour elle, ça va être grave. Parce qu'aujourd'hui, si on écoute les propos qui sont sortis ici,
on n'a pas un trésor. Le Burkina Faso, le trésor là, c'est une facette. Il n'y a pas de gestion transparente. Et on va revenir par la suite où on va le démontrer. D'ores et déjà, vous me permettez aussi de dire qu'il faut qu'on dise un mot sur le contexte. Pourquoi la polémique sur la question? Nous sommes dans un contexte où actuellement, il y a une pauvreté ambiante et des difficultés auprès des autres couches sociales, notamment même les fonctionnaires. Donc les mouvements sociaux qui sont là, ce n'est pas seulement au ministère de l'économie et des finances, mais également dans tous les secteurs d'activité. Donc cette vie chère qui pèse sur les gens, il est normal, lorsqu'on sort des chiffres, que les gens en tout cas soient écœurés. Sinon, comme vous l'avez dit, il y avait les fonds communs depuis 1963. Pourquoi il n'y avait pas la même réaction qu'aujourd'hui? Si vous regardez le budget de 1963 et puis vous comparez par rapport à 2007, je pense que le SG aurait dû faire sortir tous ces chiffres. Donc, s'il y a ces réactions, c'est lié en tout cas à la paupérisation galopante au niveau de notre pays. La réponse maintenant au ministre sur les deux questions. Oui, je vais revenir. Il a essayé un peu long. Je pense que vous laissez pour qu'on éclaircisse aussi. Il y a une première partie d'explication. Voilà. Oui, c'est les éléments qu'on dit, c'est important pour comprendre ces aspects. D'abord, il y a eu des questions qu'il a... Je vous permets de répondre aux questions que le député vient de poser. La question qu'il a posée, c'est le fait que les intérêts créditeurs, voilà, et c'est les sources d'alimentation. Il dit que ça pose problème. Je pense qu'il a l'Assemblée, il sait comment le budget de l'État fonctionne. En principe, ce qu'il dit là, ce n'est pas correct. Et les syndicats ont proposé dans tous les pays. Nous avons fait la tournée au niveau de la sous-région. Les pays qui ont en tout cas une orthodoxie financière normale, c'est au niveau du budget de l'État que l'argent doit sortir pour financer toutes les dépenses. Donc si on se trouve dans un pays où par exemple dans d'autres ministères, des fonds par exemple sortent, où le premier ordonnateur comme Madame le ministre elle ne sait pas, il faut se poser la question. Ça veut dire qu'on n'a pas de trésor. Les comptes qui sont certifiés sont des faux comptes. Donc c'est la question qu'il faut poser à l'honorable. Pourquoi est-ce qu'il certifie des faux comptes qu'on les envoie? Parce que tout fonds qui sort devrait venir par rapport à une loi. Et les syndicats ont demandé, depuis dans notre plateforme minimale, il faut prendre une loi pour que les financements des fonds communs sortent du budget de l'État. C'est comme ça au Niger. Lorsque le CGI devait être adopté devant l'Assemblée, ils ont appelé les SNAID pour prendre notre avis sur le Code général des impôts. Nous avons posé la préoccupation pour dire de mettre dans le Code général des impôts que les 1,7% là doivent servir à financer le fonds commun des agents des impôts. Et c'est dans une loi et c'est encadré. Il faut dire qu'actuellement, il n'y a aucune loi qui permet de... Voilà. Je précise pour permettre aux téléspectateurs de comprendre, le fonds est encadré par un arrêté ministériel. Oui, ce sont des arrêtés, oui, voilà. Exactement. Allez-y. La réponse sur les accessoires. Voilà, il dit qu'il y a les accessoires, voilà, c'est pourquoi les accessoires dépassent les principales. Là encore, ça pose un problème de gestion de nos ressources. Même à l'Assemblée, les accessoires dépassent les principales. Le président de l'Assemblée qui a cédé la moitié de son salaire au niveau des orphelinats, est-ce que c'est la moitié qui les fait vivre? On a vu au niveau du gouvernement, ils ont fait 6 mois sans prendre de salaire. Le président du Faso lui-même l'a dit qu'ils ont fait 6 mois et n'ont pas touché. Ils vivent de quoi? Ils vivent des accessoires, les caisses noires. Donc si vous prenez aujourd'hui au niveau de la fonction publique dans tous les secteurs, les accessoires dépassent les principales, puisque les salaires sont maigres. Vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas dans tous les secteurs d'activité. Les ateliers qui sont organisés, il y a des DG particulièrement. Chaque atelier, je pense que le SG est là, ils sont superviseurs. Même si l'atelier est en Côte d'Ivoire, ils sont assis ici, ils sont superviseurs. Donc, conséquence, rien que ça fait 25 000 francs jour. Rien que la rémunération de ces ateliers-là les permet de vivre aisément. Donc, je pense que si on regarde bien, même vous, en tant que journaliste, peut-être vos accessoires là dépassent votre salaire. Je n'ai malheureusement pas L'autre aspect, la question d'équité. Je vais revenir sur la question d'équité. Pour finir. Il veut compléter. La question d'équité. Oui. Je pense que quand on parle d'équité, il faut aussi aller à les sources. Qu'est-ce qu'on appelle équité? Est-ce qu'il y a l'équité dans un système capitaliste purement exploiteur? Que peut-être l'accessoire dont vous parlez là. Quand je prends par exemple au niveau du privé, dans les banques, vous allez trouver des cadres qui sont là-bas, ils sont recrutés sur les bases du même diplôme, mais des contrats différents. Au niveau de la fonction publique, il y a des agents qui sont dans les mêmes corps, d'autres sont sous-contractuels. Est-ce qu'il y a une équité? Quand on prend au niveau du gouvernement, il y a des ministres qui ont des contrats, qui sont payés 3 fois plus que les autres. Est-ce qu'il y a équité?
Madame le ministre qui n'est pas là, on espère qu'elle allait communiquer son salaire. Nous, on a un droit de réserve. On n'a pas besoin de venir dire. Sinon, on peut dire, vous, votre salaire, les salaires des DG dans tous les banques, là, on connaît, mais on n'a pas besoin de communiquer cela. Donc, si vous prenez au niveau du gouvernement, il n'y a pas d'équité. Donc, Clairement, moi, il faut vous êtes en qu'on train revoie de la question dire, d'équité on vous pour pouvoir comprend encadrer. que vous n'êtes pas les seuls à avoir des accessoires qui dépassent votre revenu principal. Monsieur Kadiogo, vous complétez, après vous allez répondre. Par rapport tout à fait, par rapport à l'équité, et nous allons dire, nous sommes syndicats. Est-ce que la question qu'on vous pose aujourd'hui... Nous soutenons même d'ailleurs que, voilà. comme l'honorable a dit, Oui. qu'on puisse ouvrir à d'autres personnes. Mais qu'on se réfère peut-être au nom, à la terminologie, mais pas à son montant ou bien, en tout cas, toucher à ce que nous avons. Sinon, en tous les cas, nous sommes très ouverts et on serait heureux de voir qu'on a ouvert aux journalistes, qu'on a ouvert aux enseignants, qu'on a ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un problème pour nous, c'est au gouvernement d'apprécier. C'est lui qui pose la soutenabilité. Alors, oui, bon, l'honorable, la parole à qui veut la prendre à votre niveau. Mon petit frère Traoré, je pense qu'il sera nécessaire d'aller dans une sorte de légifération de ces fonds communs. Ça me paraît évident. À partir des réponses que nous avons reçues vendredi dernier, on ne peut pas rester laisser ces schémas-là gérer au niveau des textes réglementaires. Donc M. Traoré peut être satisfait, et en tout cas espérer qu'il y aura une dynamique législative sur la question pour y introduire, comme j'ai dit, des notions de transparence. Et ça va toucher tout le monde en ce moment, de toutes les façons. Sur les caisses noires, c'est des fonds spéciaux. De toutes les façons, c'est légal. C'est des lois qui leur donnent. Et ça aussi, il faut le dire à vos auditeurs. Pendant que chez vous, c'est des arrêtés, il y a de la légalité. Je pense que les responsables vivent sur les caisses noires. D'accord. Deuxièmement... Vous aurez la parole, monsieur Sommet. D'abord, l'honorable. Je pense que la ligne de défense qui consiste à dire qu'il y a de l'inéquité ici, donc nous aussi, il faut maintenir... Ce n'est pas ça l'attitude responsable. Nous, l'année dernière, quand sur le rapport d'un audit interne et externe, le problème des missions des députés dont les pièces justificatives n'étaient pas apportées a été posé, on ne s'est pas contenté de dire que c'est la pratique. Nous avons mis en place une commission qui a regardé la véracité des faits, qui a trouvé qu'il y a une partie qui était vraie, qui a proposé des correctifs et qui a pris la décision, par exemple, que cette année, les choses vont changer. Et très bientôt, d'ailleurs, publiquement, nous allons rendre public ce rapport. Donc, je pense que quand des problèmes sont posés, il ne faut pas dire que ça se passe partout comme ça. Non, il y a une responsabilité qui est posée. La situation des fonds communs telle qu'elle a été posée, est-ce qu'il est possible d'envisager qu'il évolue pour toucher l'ensemble des travailleurs, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail? Est-ce qu'il est possible aussi, dans les éléments d'indexation, de sortir quand même des éléments qui sont irrationnels? Parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Il a dit les gains de change. Ils peuvent être négatifs. Quand c'est négatif, est-ce que les travailleurs des finances compensent le manque à gagner? Ils ne compensent pas. Donc ça, c'est des logiques élémentaires, de mon point de vue, il faudra respecter. Donc si nous avons posé la question d'actualité, d'ailleurs, M. Kadiogo l'a rappelé, c'est une question d'actualité, c'est un élément de contrôle de l'action du gouvernement. Ça veut dire que nous voulons comprendre ce qui se passe. Monsieur Tamboura, c'est beaucoup plus. Pourquoi demander des efforts aux autres alors que certains n'en font même pas? Les efforts, il faut d'abord comprendre la problématique. Les efforts se feront à tous les niveaux et il le sait. Quand on va légiférer, ça va toucher tous les fonds. Mais il faut comprendre la problématique. Par exemple, l'état de lieu des fonds communs. Où sont les autres fonds communs dans les autres ministères? Comme il l'a dit, le ministre des Finances nous dit qu'elle ne voit pas passer les autres fonds. Mais nous serons peut-être obligés de faire une mission d'information pour recenser les autres fonds, aller comprendre comment ça marche et proposer une dynamique législative et légale. De mon point de vue, il faut que M. Traoré comprenne qu'il faut un départ à tout. Monsieur Sommet, pour répondre, alors, les séminaires que beaucoup de hauts responsables à partir de Ouagadougou. Non, le même gouvernement, et particulièrement au Minefid, dit qu'il faut réformer tous ces systèmes-là, parce que cela aussi, ce sont des textes, c'est un décret qui est en place sur les rétributions et qui fait qu'il y a des dérives, il y a des abus qui sont aujourd'hui constatés et donc il y a une dynamique de réformer ça pour mettre fin à ces anomalies. Maintenant, ce qui est dit n'est pas... bon, on incrimine des DG comme ça, je ne sais pas s'ils disent qu'ils vivent que sur ça, bon, c'est un peu trop dit. Il faudrait effectivement poser des cas précis et qu'il y aurait des dérives par endroit, mais on ne peut pas généraliser comme ça et jeter l'anathème sur tous les responsables.
Je voulais préciser par rapport à l'évolution des fonds communs en parallèle avec la mobilisation des ressources, effectivement, ça peut être fait. Et la dernière évolution qui pose problème, c'est ça, quand on passe de 26 milliards à 55 milliards, vous voyez un peu, ça va dans les peut-être 50% d'accroissement, au moins 40%. Pendant ce temps, la mobilisation des ressources, c'est 10%, 13%, 20%. Donc, il y a cette proportion qu'on peut faire. Hein. On peut voir comment on évolue au niveau des salaires, comment on évolue au niveau de la mobilisation et comment on évolue au niveau des fonds communs. Donc, le fonds commun évolue plus vite. C'est plus vite, beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, ce n'est pas proportionnel. Et en plus, le problème de la performance qui est posé ou des encouragements que c'était censé apporter, ça a été dévoyé, c'est ce que j'ai dit, de l'évolution entre les années 2000 et on passait à 2011. C'était les accessoires, etc. Maintenant, on est passé sur un autre système en 2011-2017. Effectivement, ça questionne. C'est un problème. Et c'est au moment où, effectivement, on dit qu'on va mobiliser des ressources extérieures au niveau des PTF qui viennent nous accompagner pour les investissements, pour notre développement. Bon, on a l'impression que nous, on a des ressources et puis, bon, ce n'est pas rationnellement réparti, ce n'est pas affecté comme il faut. Donc, ça pose problème parce que ces partenaires-là mobilisent les ressources aussi de leurs contribuables pour venir nous accompagner. Donc, quand même, je pense que les responsables, ils sont légitimement appelés à réfléchir à des systèmes plus justes et plus cohérents. Et tant mieux si on dit qu'effectivement, il faut l'inscrire dans la loi, parce que c'est ça, c'est l'orthodoxie. Il faut l'inscrire dans la loi des finances, il faut clairement respecter les textes en la matière au niveau de la dépense publique. Et tant mieux pour tout le monde. Et quand on dit réflexion globale, souvent on a les partenaires qui sont braqués parce qu'ils ont l'impression qu'on veut totalement tout annihiler, alors que lorsqu'on discute ensemble, on peut arriver à des systèmes mieux partagés et plus consensuels, à mon avis. Alors, monsieur, il parle de disproportion entre l'évolution des recettes et le fonds commun. C'est vous qui avez posé la question, vous avez la réponse. Votre réaction? Non, ce n'est pas juste. Parce que quand on considère de 2016 à 2017 seulement, je pense que la période là est difficile à mesurer. Il faut partir à 2011 pour venir. Et l'autre aspect, c'est comme on l'a dit, c'est eux qui ont signé les arrêtés et c'est eux qui peuvent pouvoir expliquer voilà, pourquoi le contenu des arrêtés et pourquoi c'est comme ça. Et vous vous souviendrez que l'année dernière, nos camarades du ministère qui sont avec eux là-bas, hein, ont lutté pour dire qu'ils sont effectivement marginalisés. Et nous, au niveau de la coordination, nous leur avons apporté notre soutien parce que c'est vrai que la douane, c'est un concours à part, mais les collègues du Trésor et des impôts, c'est les mêmes concours, c'est les mêmes épreuves qu'ils ont. Maintenant, c'est à la sortie, voilà, ou bien de la manière qu'on essaie de faire une répartition par administration. Donc, on s'est dit qu'effectivement, c'est la même chose. Et je pense que dans l'arrêté, ils ont parlé de solidarité. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne soutienne pas. Et c'est ce qu'ils doivent expliquer. Que d'autres, mais en plus de ça, il y a d'autres acteurs qui sont intervenus quand même au ministère et qui interviennent toujours. Tous les jours, on fait venir de nouveaux personnels. Soit c'est EG qui a amené, ou bien c'est l'honorable qui a amené. Voilà, ce qui est évident, c'est qu'il y a un personnel qu'on amène tout le temps, parce qu'il y a un avantage qui est là. Voilà, c'est-à-dire qu'il répond. C'est juste ils ont intervenu plusieurs fois. Il n'y a pas de problème, vous aurez droit à la parole. C'est un débat contradictoire. C'est un débat contradictoire. Il répond, vous aurez droit à la parole, M. Traoré. Monsieur le Président de la coordination des syndicats du ministère dit que nous avons signé les arrêtés. Et c'est comme s'il dit, donc, nous voulons décider de signer d'autres arrêtés. Est-ce que vous partirez avec ça? Vous savez bien que ce n'est pas comme ça. C'est facile de dire nous avons signé les arrêtés. C'est vous qui êtes la lutte. Il dit, nous avons signé les arrêtés, nous avons décidé de signer d'autres arrêtés. Est-ce que vous savez? Non, si on le décidait. Nous, bien. D'abord, voilà, il faut permettre que je rectifie d'abord. Répondez à chaud. Oui, je vais répondre, rectifier puis répondre. La question de justice que j'ai évoquée, voilà, et l'équité que j'ai évoquée, l'honorable a répondu en disant qu'on veut, parce qu'il n'y a pas parce qu'il y a une équité que, voilà, ce n'est pas l'essence de mon propos. Voilà. Quand j'ai pris les exemples, c'est pour dire que quand on parle d'équité et d'inéquité, il faut voir le système de façon globale. Et au niveau des services des finances là, le fonds commun, si vous regardez, il y a une équité. Et c'est les organisations syndicales qui sont battues pour qu'au départ, là, ce qu'ils n'ont pas dit, tous les travailleurs n'avaient pas droit. Les organisations syndicales ne peuvent pas faire le même travail et que certains soient là et qu'ils n'ont pas droit. Ça, c'est nous qui avons défendu ça.
Donc, c'est pour rectifier mon propos. Maintenant, la réponse par rapport à s'ils sont prêts à relire les textes, les SG qui est là, c'est eux qui ont signé les textes. Quand Madame le ministre dit que les montants, quand il donne la variation des montants, c'est lié à quoi? Ensuite, l'autorité profite des failles du texte, ce qu'il ne dit pas. Il a dit que dans l'arrêté, catégorie par catégorie, et ceux qui sont du ministère, et lui, il est un professeur. Quelle est sa catégorie au niveau des impôts? Madame le ministre, à quelle catégorie au niveau du ministère? Il a un statut particulier. Dans les textes, on a dit ceux qui ont un statut particulier, ils ont un montant moins que ceux qui sont réellement, ou ceux qui sont des finances, puisqu'ils gardent les avantages qu'ils ont de leur corps d'origine. Ils sont faux quand même multipliés par N certains agents qui sont là. Donc, c'est l'administration eux-mêmes qui profite de ces superfuges-là pour faire augmenter le montant du fonds commun. Donc, quand on signe les textes, non, je viens. Quand on signe les textes, et quand on revient, et puis ce n'est pas aux organisations syndicales, oui, ce n'est pas aux organisations syndicales d'écrire, c'est pas eux qui écrivent et qui nous envoient. Ils ont dit, les mêmes SG qui est là, il a écrit aux organisations syndicales que nous de proposer des textes modificatifs du fonds commun. Est-ce que, non, je termine, ce n'est pas aux organisations syndicales d'écrire un texte pour donner à l'autorité, pour dire voilà ce que nous voulons. Les voici ici. Quand il a écrit, on a donné une réponse et nous avons dit que nous sommes prêts pour que, en tout cas, on prenne un texte pour encadrer les fonds communs dans le cadre d'un statut autonome. Et qui parle de statut autonome parle de loi. Et on a été clair là-dessus. Parce que si ils ont dit que c'est dans le cadre de la loi 081. Or, la loi 081 ne prévoit pas expressément les avantages du fonds commun. Nous avons même dit que les fonds communs, on peut les assimiler à un avantage en nature. Nous avons dit non. Si dans le cadre d'un statut autonome, nous venons de négociations, on a encore réaffirmé cela. S'ils sont d'accord, ils mettent en place une commission d'aide demain pour la rédaction du statut autonome. Comme ils sont en train de dire que c'est la Constitution, nous on a dit même si le VUR, ça va être une fonction publique financière. Avec notre statut où on va définir tous les avantages dedans, ça va passer dans une loi clairement. Voilà notre position sur la question. Monsieur le SG, oui, la première chose, c'est quand même dommage de dire comme ça, il y a des informations qui ne sont pas justes, c'est des informations erronées. L'administration ne rédige pas des textes en sa faveur. Chaque fois qu'il y a une modification des textes sur le fonds commun, c'est le résultat de discussions ou de luttes syndicales. Ça a toujours parti comme ça. C'est eux qui remettent en cause tel ou tel élément et qui arrivent dans des accords qui amènent à modifier ces textes. Et dans les modifications, aucun responsable au ministère ne fait une modification qui l'arrange. Les règles de répartition existent. On peut faire un exercice technique, on ne le fera pas ici, mais il y a tous les éléments qui sont mis en place et en fonction de votre position dans le ministère, la répartition se fait. Et vous n'allez pas trouver un seul responsable, en tout cas pas au niveau où il a indexé, qui allait réclamer un jour, je veux telle part de fonds communs ou je veux... Vous voyez ce que je veux dire? C'est franchement, c'est comme s'il y a une manipulation des responsables et qui manipulent les textes en leur faveur. À la limite, ce que je vous dis, c'est que même si vous réformez les textes et que vous dites que le SG qui assiste, ce n'est pas le SG sommet là qui compte, c'est le secrétaire général du ministère en poste. Si vous dites qu'il n'a que telle proportion, je pense qu'il n'y aura pas de grosse discussion. Ce n'est pas les responsables qui vont au créneau pour dire nous voulons telle part ou plus ou moins. Ce sont effectivement les organisations syndicales et qui le font en disant que c'est pour améliorer les conditions de vie des travailleurs. Et enfin, il dit que nous avons demandé qu'ils rédigent des textes. Pas du tout. Nous avons appelé à une réflexion globale pour que le fonds commun soit soutenable, pour qu'on arrive dans des proportions gérables, etc. C'est ça la réflexion qu'on a engagée et on a dit on veut vos contributions écrites. C'est la réflexion, puisqu'on ne donne pas, ce n'est pas verrouillé au départ. On ouvre une sorte de brainstorming, on agrège, on analyse et on a proposé d'aller ensemble en atelier. Ils ont refusé de contribuer. Ils ont effectivement fait d'autres propositions du type statut autonome, alors que dans les discussions qu'on a déjà dans les accords, le gouvernement a déjà donné sa réponse sur cette question. C'est une question qui n'est pas encore réglée, on discute toujours. Bon, voilà. On ne va pas rester à tourner sur les mêmes questions, quoi. Messieurs de la majorité du gouvernement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revenir d'abord sur les conditions qui permettent de financer ce compte en l'élargissant ou bien exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation actuelle pour justement la soutenabilité dont vous parlez? Bon, avant de répondre à votre question, je pense qu'il faut saluer le courage de ceux qui dirigent le ministère parce qu'en vérité, comme il l'a dit, ils ont signé ces arrêtés et ils ont certainement eux-mêmes émargé et pris le fonds commun, mais la responsabilité fait
qu'il se pose des questions sur l'avenir, la soutenabilité. Donc, poser le débat est déjà un courage en soi qu'il faut saluer de mon point de vue. En tant que parlementaire, et après avoir écouté les réponses, après avoir aussi, parce qu'il nous arrive aussi de glaner des informations par-ci, par-là, je pense qu'il faut aller à un système beaucoup plus global, avec deux nécessités. Il y a certainement la nécessité, parce qu'on avait des partenaires sociaux, d'être sur nos gardes par rapport aux acquis sociaux, mais il y a vraiment, vraiment une nécessité impérieuse de survie de la nation, d'avancer vers une rationalisation des fonds communs. Je ne sais pas dans quel sens ça peut aller, mais il faut rationaliser les fonds communs, d'une part pour en faire bénéficier à la majorité des travailleurs, parce que l'argument qui a été utilisé pour dire que les autres travailleurs du ministère des Finances ne sont pas dans les régies, doivent en bénéficier, il faut le faire pour les autres. Deuxièmement, les indexations, il faut déconnecter les connexions qui ont été faites à dessein, parce que manifestement ces connexions ont été faites pour que la cagnotte soit importante. Sinon, il n'y a aucun lien avec la performance. Il n'y a aucun lien avec la performance. Quand des intérêts créditeurs dans une banque commerciale, je ne vois pas le lien avec la performance. Je ne vois pas du tout. Parce que ces intérêts créditeurs auraient pu, au contraire, alimenter peut-être des fonds de financement de l'emploi, des services publics, des hôpitaux, ainsi de suite. Mais pas systématiquement permettre que cet argent soit distribué entre des travailleurs. Donc, l'évolution pourrait être celle-là. Ce qu'il faut faire, au sein du ministère, je réitère qu'il faut une approche globale. Ce n'est pas possible de continuer à faire des discussions syndicat par syndicat sur cette question de fonds communs, parce que c'est ce que les syndicats, au niveau de la coordination, on a plusieurs fois négocié pour que nous fassions une discussion avec la coordination directement sur la question du fonds commun. Et on dit non, les structures sont spécifiques, on discute de façon spécifique. Et ça, je pense que ce type d'approche-là, c'est ça qui nous amène dans les surenchères. Il faut dire la vérité, c'est un ministère où on a dit le corporatisme là est exacerbé. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est dommage. Oui, c'est ce que nous observons dans les discussions que nous avons. Il n'est pas question pour moi ici de dire que je suis en train d'opposer des agents. Ce ne serait pas le rôle d'un responsable du ministère, mais je constate. Et nous disons qu'il faut plus un ministère homogène où des agents sont solidaires. Et donc, il faut une discussion globale. Ça, c'est une solution. Bien sûr, au niveau du gouvernement, il y a certainement un encadrement global qui va être donné et qui permettra d'avoir des situations plus solides. Parce qu'avec ces différents textes-là, ce n'est pas du tout soutenable. Monsieur le représentant du syndicat, l'indexation à revoir, et puis des fonds qui n'ont rien à voir forcément avec non, d'abord, moi, je me réjouis du chemin que prend la majorité et aussi celui que prend le ministère. Et parce que nous avons toujours souhaité la pérennisation de ce fonds dans le cadre d'une loi. Je pense que l'honorable Tamboura a dit qu'on va y parvenir. Voilà, nous applaudissons. C'est parce que déjà en 2014, même avant, le problème de la légalité avait été posé. Et c'est à la suite de cela, Traoré l'a dit, que le ministre d'alors, Bembamba Lucien Marie, nous avait envoyé le cadre du ministère et nous, voilà, dans les pays de l'UEMOA pour nous enquérir de l'expérience de leurs fonds communs. Lorsqu'on est revenu, on a dit, bon, il faut qu'ensemble on voit dans quelle mesure on peut arriver à la légalisation, à trouver un cadre légal pour le fonds. Bon, malheureusement, il y a eu l'insurrection qui est arrivée, et heureusement pour le pays aussi. Donc, après ça, c'est les ministres qui sont succédés sous la transition, et madame est venue, on a posé le problème. Nous, ce qui nous chagrine, c'est la façon dont le problème a été posé à l'Assemblée. Sinon, on a toujours voulu que le problème parte à l'Assemblée. Ce n'est pas un tabou pour nous. Maintenant, par rapport à la révision dont vous parlez, vous vous souviendrez que sur un plateau pareil de cette même télévision, madame le ministre qui était là, lorsqu'on lui a posé la question sur sa rémunération, elle a dit que non, lorsqu'elle avait été appelée au gouvernement, son salaire n'a pas fait l'objet de discussion, que c'était une fois arrivé ici qu'il fallait en parler. Non, le débat, non. Ministre, alors qu'elle n'est pas tout sur à fait. ce plateau. Voilà, c'est pour dire que, oui. et elle a dit qu'il fallait tenir compte des engagements que les uns et les autres qui sont arrivés au gouvernement avaient avec les banques. Aujourd'hui, je puis vous rassurer, le secrétaire général sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ce fonds commun qui n'est pas endetté. Aujourd'hui, quand on va dire, moi, vous allez me dire
de dire ici que je vais céder à Ça une veut dire quoi? discussion Endetter possible. sur la base de fonds communs? Sur la base du fonds commun. C'est parce que vous en avez la possibilité? Parce qu'on a la possibilité, bien sûr. Donc, C'est-à-dire, expliquez-nous davantage parce qu'on ne savait pas cela. non, mais pour prendre un crédit à la, puisqu'il y a eu la bancarisation, pour prendre un crédit à la banque, il faut quand même, voilà, une ressource pérenne. Ça fait partie de vos Donc, ça revenus fait partie des réguliers. acquis qui sont là. Maintenant, je ne sais pas comment l'Assemblée pourra solder ces... Il va vous et répondre. aussi maintenir aussi l'acquis qui est là. Parce que comme j'ai dit dès l'entame, que nous, au niveau des syndicats, nous n'entendons pas que dans le cadre de la réforme là, qu'on puisse diminuer de 1 franc ou de 2 C'est-à-dire francs. qu'on touche à ces 55 milliards Tout déjà. à fait. S'il y a à élargir, il faut augmenter le montant pour les Discussion autres. autour d'une table. Oui, Je vais faire un c'est- complément. Allez-y, Bon, allez-y. Voilà. Et sur Je la résume question, pour vous permettre de oui, répondre. sur la question, après. pour répondre à monsieur le secrétaire général, voilà, quand il dit que aucun responsable n'a écrit pour demander le fonds commun. Vous savez pourquoi la cagnotte? Vous parlez de cagnotte sans revenir réellement aux vraies causes. Vous savez qu'au niveau des agents, c'est un moyen de travail d'abord pour eux. Lorsque vous prenez, ils ont parlé d'évolution, vous prenez un comme Ouagadougou, les villes qui sont étendues, sur près de 30 à 40 km, qui doivent parcourir. Quand ils sortent là, ça avec quel moyen? C'est leur propre moyen de déplacement. La moitié des agents des impôts n'ont pas de moyens de déplacement. Qui paye l'amortissement? Les ordinateurs pour travailler. La moitié des gens n'ont pas d'ordinateur pour travailler. Ils payent avec quoi? Donc le fonds commun, c'est devenu comme un moyen, non seulement de stimulation, mais également un moyen pour fonctionner. Et si on enlève ça, ça n'a pas marché. Maintenant, Est-ce que vous ensuite, serez prêt je à une viens. discussion pour doter les agents Mais je réponds. de travail? Ce qu'il faut dire pose aussi, la question dans la clairement. masse qui doit venir Ne aux parlons travailleurs. pas en même temps parce que oui. les téléspectateurs ne pourront pas nous Ok, comprendre. je vais terminer. Je termine. Il est en train de vous poser une question. Oui. Il pose, vous répondez en même temps. Non, c'est juste pour vous dire, est-ce que vous serez prêt, dans une administration, on mettrait en place ces moyens, les moyens de déplacement, Vous avez les évoqué moyens de les travail et tout, et donc de revoir comment on retravaille sur les fonds communs. Aujourd'hui, L'essentiel, c'est que les agents puissent travailler à ce niveau de travail. Il vous répond. Aujourd'hui, les questions de tous ces moyens financiers qui sont donnés, que ce soit au niveau du ministère des Finances, comme dans tous les secteurs là, c'est lié au coût de la vie. Si aujourd'hui la santé est gratuite, si l'éducation est gratuite, les téléphones, le déplacement, le logement, si c'est gratuit, je pense que même si on diminue les salaires par 2, les gens vont survivre. Donc il faut élargir le niveau du débat pour tenir compte de ces aspects-là. c'est la réflexion. Donc je pense que c'est important. Lorsqu'on circonscrit le problème à un secteur spécifique bien donné, les agents des impôts comme des douanes, ils sont dans un environnement. Ils sont dans un environnement bien donné. Et qu'est-ce qu'il faut, vous ne m'avez pas dit. Les finances, c'est quoi? C'est la banque de l'État. Pourquoi voulez-vous que des agents des impôts qui partent contrôler une banque, où ces agents qui sont assis là-bas, ils sont payés à des coûts de millions, l'agent des impôts qui vient le contrôler, il vient avec un vélo ou bien avec une moto pour le contrôler. Donc c'est cette gestion architecturale-là qui fait que l'État s'est désengagé au niveau central pour laisser le pouvoir au niveau du privé. Il faut donner la force à ceux qui font face, ceux qui font face à ces secteurs bien puissants-là, de pouvoir les confronter pour équilibrer les rapports de force pour qu'ils puissent contribuer. Je voulais poser une question, si vous permettez. Allez, rapidement. Est-ce parce que oui. ce sont les fonds communs au niveau du ministère des Finances là, qui vous empêchent d'équiper un moyen matériel adéquat les services des finances? En balançant, c'est possible, avec les masses que nous constatons, il est possible, puisqu'on peut réallouer les ressources, on peut allouer les ressources à ces équipements-là, c'est possible de le faire. Il faut regarder. Qui sont là mal gérés. Il faut d'abord gérer ça d'abord. La mauvaise gestion. Il y a des fonds d'équipement, c'est mal géré. Parce que Il c'est faut répondre. le problème Lorsque vous posez la question, permettez moi, ce qui m'étonne, c'est que le problème de la souveraineté Monsieur Kadiogo, c'est monsieur et celui qui a la parole, vous répondez. on n'a toujours pas les moyens pour travailler. Monsieur Je pense Kadiogo, que s'il vous plaît, Madame le vous- ministre qui est passée à Dakola, Monsieur à Sommet. la poste de douane, a eu à dire que les agents de douane avaient besoin d'équipements spécifiques, notamment des gilets pare-balles. Sur l'équipement, Et moi, il tout vous- jusqu'à il maintenant, vous ça fait répond. 9 mois. et Il va après, vous les répondre, gilets- monsieur Kadiogo. Non, vous Allez-y. dites les fonds mal gérés, ça aussi vous généralisez, vous avez dit que la gestion de la trésorerie. On ne peut pas parler Oui, de ça à voilà, la c'est ça fois, ce s'il que je vous voulais plaît. dire. Il y a eu la Cour des comptes, il y a la Monsieur SE. Ce ministère n'a pas peur de la SE, c'est Madame le ministre régulièrement qui convie la SE et puis l'IGF à tous les audits qu'on souhaite.
Donc la transparence, la bonne gestion est une règle au ministère aujourd'hui. Et nous sommes capables de mettre en place ce système d'équipement et de doter des agents, il y a l'idée des kits minimum, à leur poste de travail, qu'ils aient les moyens de faire leur travail. Il y a des gens qui touchent des fonds. C'est ça qui est important en réalité. Je pense que c'est honorable. Ce sont des éléments de discussion. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un principe, que évoque tout le monde est disposé. Il évoque quand même un point essentiel, c'est l'aspect corruption. Lorsque vous devez aller contrôler des banques ou des structures... Non, si vous prenez un élément factuel comme ça, qui est de mon point de vue micro, pour indexer à des problématiques macro, vous n'allez pas vous en sortir. Ça devient une discussion de salon ou de... Non, j'ai dit le plus important, c'est qu'on s'accorde tous à un principe qu'il faut qu'on regarde et y apporter des solutions. Maintenant, les éléments qui entrent en discussion, c'est ce qu'il était en train de dire. Ça, c'est le cadre de discussion qui devra pouvoir faire des concessions de part et d'autre. Mais il faut éviter de négocier le couteau à la gorge. Dire qu'on ne cédera pas un franc, on ne fera pas... Bon, en ce moment, proclamer qu'on est prêt à dialoguer et puis déjà énumérer les conditions, vous voyez très bien que ça devient très difficile. Mais je comprends la stratégie pour aller aussi en discussion. Mais moi, je me réjouis simplement que le principe, c'est-à-dire la volonté quand même de regarder la réforme globale des fonds communs, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut commettre des gens crédibles, des gens compétents, avec des expériences dans d'autres pays, pour y apporter, en tout cas, la solution, j'allais dire miracle, et soutenable. D'accord. On a tout compris, donc on va avancer dans ce débat. On va parler du préavis pendant que Draman Guéné commence à positionner les téléspectateurs qui peuvent nous appeler au 25 40 79 03 pour participer à cette émission. De 4 au 5, vous l'avez déclaré hier, vous avez un préavis de grève de 7 points et vous avez sorti un certain nombre d'éléments, notamment la privatisation des régies de recettes. J'ai essayé de parcourir, je vois un certain nombre de réactions qui tendent à dire que vous êtes peut-être des enfants gâtés de la fonction publique et lorsqu'on veut toucher à vos avantages, vous sortez les griffes. Votre réponse. Bon, c'est l'entendement c'est une opinion que ces gens donnent. Sinon, nous, on a nos raisons objectives de déposer notre préavis. Ce sont des petits points qui sont là, qui pouvaient être évités d'être déposés. On pouvait éviter d'arriver à ce niveau où il y a une grève qui menace, qui parle à l'horizon. Et tout ça, c'est à la solde responsable du ministère. Vous voyez, au sein du département, il n'y a pas de dialogue constructif avec les partenaires sociaux. Lorsque Madame le ministre prend une note ou des notes pour dire qu'à partir de maintenant, tout de suite et maintenant, il n'y aura plus de retenue pour les syndicats et les mutuelles. On lui dit non et donne un temps pour que nous puissions échanger sur le contenu et voir qu'est-ce que vous voulez au juste. Madame dit non. Il n'y aura plus de retenue. Non. Oui, maintenant, mais c'est en quelque sorte ça. Puisque Madame dit qu'il faut faire application d'un décret de 2012, alors que nous, voilà, tout d'accord. Alors que nous, on y était déjà, on était pénétrés déjà dans le décret. Donc nous avons dit, nous avons écrit à Madame le 31 janvier pour demander à la rencontrer par rapport à ce sujet. Jusqu'au 19 février, elle ne nous a pas reçus, elle ne nous a rien dit. Ça a 20 jours. Donc nous avons écrit à son excellence Premier ministre qui lui a demandé de nous recevoir. Elle nous reçoit et pouf, elle dit non, qu'on a manqué de respect, c'est là vraiment ses bagages partis. Bon, vous voulez qu'on dise quoi? Nous avons notre seul moyen maintenant, c'est de menacer. C'est à la suite de ça que nous avons déposé les autres points. Puisque le Premier ministre avait reçu le courrier avec des points qui sont bien indiqués. Et justement avec les questions de réforme, donc vous allez revenir là-dessus certainement. Il y a bien des questions de respect des protocoles, la question du contrôle du programme, contrôle de vérification des importations des marchandises. Il y a bien une question des carburants, et il y a la question du statut sécurisé, comme on a dit. Il y a tellement de points, mais qui pouvaient être discutés et le dialogue en tout cas pouvait se poursuivre.
Mais si les autorités ne veulent pas dialoguer. Monsieur Sommet. Le dialogue est permanent et je pense que sur ces différents points, c'est dommage de regarder les aspects périphériques. Comme monsieur le journaliste l'a remarqué, on ne gagne rien à incriminer telle ou telle personne, surtout que les problèmes sont posés. Ce sont des problèmes de fond. Et vous savez que sur chacun de ces points, le ministre a donné des réponses précises. Oui, la réponse, bien sûr, vous n'êtes pas satisfait, c'est ça le dialogue, puisque nous donnons une position, vous donnez une autre position, et puis on essaie de voir comment nous allons converger. Le check-off, là, la retenue pour les cotisations syndicales, c'est juste dit, il faut qu'on le fasse suivant une règle qui est précise. Quand quelqu'un veut cotiser, ben, il le manifeste clairement. Et c'est ce que le décret dit. Et cette note qui a été signée là rappelle cela. Donc quand vous vous dites qu'on remet en cause, et quand vous dites qu'on ne veut plus que vous reteniez, on vous dit non, produisez une liste de ceux qui souhaitent qu'on retienne sur leur fonds commun, parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, c'est-à-dire que quand au moment où on paye les fonds communs, on fait une retenue pour chaque agent qui sont reversés donc aux organisations syndicales. On a dit ça, pour le faire, normalement, on devrait le faire suivant cette règle qui est consignée dans ce décret, qui dit qu'il faut clairement produire la liste de ceux qui souhaitent qu'on fasse la retenue. C'est juste ça qu'on a rappelé. Et bon, c'est une question que vous savez, elle n'est pas fermée, on est en train de discuter toujours. On a juste rappelé que c'est vrai que ce décret-là, il y a une discussion au niveau global pour l'appliquer même au niveau de toute l'administration. C'est fermé parce que vous avez appliqué les termes de votre correspondance. Oui, non, mais le terme, je dis, ce n'est pas de dire qu'on remet encore le principe qu'on retienne pour reverser ces organisations syndicales. On propose qu'on respecte une démarche, que l'agent qui apparaît sur la liste, qui dit « moi je consens à ce qu'on fasse la retenue », ben on le fait. C'est juste ce point comme ça. Et sur chacun des points de préoccupation du préavis de grève, des réponses effectivement sont apportées dans le cadre du dialogue. Et le dialogue, effectivement, il est, comment dire, il est dynamique. À un moment donné, on peut avoir de l'incompréhension, on passe à d'autres étapes, on décrypte et puis on communique mieux. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur des péripéties du dialogue, mais on peut, sur chacun des points ici, apporter des réponses, des solutions peuvent être trouvées. C'est notre espoir, nous sommes ensemble dans les négociations et je pense que la porte n'est pas fermée. Alors, puisque les téléspectateurs peuvent participer pendant cette partie de l'émission, il y a M. Moussa San qui est déjà positionné. On va lui permettre de réagir avant de revenir en plateau. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît, ou votre commentaire. J'ai plusieurs questions. La première, c'est de savoir... 2 questions au maximum, s'il vous plaît. 19 millions de personnes environ à travers des prêts avec les institutions bancaires internationales, alors qu'on peut allègrement distribuer 55 milliards à une foyer de travailleurs. Et on a parlé de FC comme étant un moyen, mais je me rends compte que les enseignants n'ont pas de FC, mais ils mettent du carburant avec leurs propres enseignants qui se sont endettés pour payer et ils partent paquet à leurs occupations. Alors, et la dernière question, c'est de savoir si le FC a une base légale. Et si le FC a une base légale, est-ce que cela donne droit à des bulletins lorsqu'on les perçoit? Parce que tout travailleur a un bulletin de salaire. Est-ce que le FC donne droit à... Merci à vous, Monsieur Moussa Sam. Vous appeliez des dorés. La première partie de la question s'est adressée à vous, monsieur du syndicat. Vous dites que le fonds commun est un moyen. Des enseignants, par exemple, qui utilisent leurs propres moyens pour aller superviser un certain nombre de choses ou participer à des activités pédagogiques. Ok, merci. Bon, le temps et puis l'occasion du débat, il faudra équilibrer le temps en fonction des deux parties. Sinon, je n'ai malheureusement pas de minutaire, voilà. Mais je tente au maximum de donner la parole. Je crois que vous avez eu, parce qu'il ne faut pas faire croire aux téléspectateurs que vous avez parlé moins que les autres, alors que nous avons fait le maximum pour permettre à chaque partie de prendre la parole. Les questions de discussion. Je termine, vous aurez droit à la parole. Nous avons fait le maximum de donner la parole à chaque partie et ça a été remarqué. Vous avez droit à la parole. Ok. Et pour ce qui concerne la question qu'il pose, voilà, la question de la base légale, il faut dire que les fonds communs ont une base légale. Au niveau des finances, on dit quoi? Les fonds peuvent être soit par loi ou par texte réglementaire. Les textes réglementaires, ce sont les décrets et les arrêtés. Voilà. Donc, ça a une base. Ça sort. Maintenant,
au niveau de ces textes-là, ils ont des portées limitées. Donc, si c'est une loi, ça a une base plus forte que si c'est un arrêté ou bien c'est un décret. Je pense que c'est tout ça qu'il faut souligner. Ensuite, en ce qui concerne la question, s'il faut, la question même du montant qu'il soulève, avec ce qui doit revenir par exemple aux enseignants, pour nous, les fonds communs là, ce n'est pas ça qui limite les capacités de financement de l'État. Parce que quand on regarde les restes à recouvrer aujourd'hui, il y a des gens tous les jours quand vous écoutez, on va dire, notre argent ça rentre où? Pose la question à beaucoup de gens, ils ont payé combien? Les restes à recouvrer aujourd'hui au niveau des impôts, au 31 décembre là, 2016, c'était plus de 600 milliards. En 2017, ils ont structuré les montants pour dire qu'il y avait des erreurs, les renvoyer à 400 milliards. Bon, non, je viens. Donc maintenant sur ce montant, le montant qui a été effectivement recouvré sur les dettes fiscales là, ça a été de 54 milliards. Sur les 600 milliards de 2017, si on regarde les chiffres, c'est seulement 54 milliards qui ont été recouvrés. Maintenant, le lien avec donc pour nous, la question. Oui, voilà, il y a des ressources. Si on veut affecter des ressources à l'éducation, qu'on fasse l'effort de faire payer ces dettes-là. Ensuite, qu'on limite les malversations financières, il y a les rapports qui sont là, parce que nous sommes là au niveau du ministère des Finances, nous sommes soucieux aussi des autres travailleurs. Si aujourd'hui on nous envoie la preuve qu'il n'y a plus de ressources au niveau du pays, que les dettes sont apurées, que les malversations financières là, c'est arrêté et qu'il faut consentir, les travailleurs ont toujours fait des sacrifices. En 1966, les travailleurs ont fait des sacrifices, c'est vrai que c'est au niveau global, mais au niveau du ministère de l'économie et des finances, les travailleurs peuvent faire des sacrifices si l'objectif financier là est bien respecté. Voilà ce que je voulais dire sur la question. Alors, puisque vous réclamez l'équité, permettez-moi de donner aussi la parole à l'autre état d'esprit-là. On est totalement en phase avec ça. Je pense que M. Traoré le sait, et j'ai du SNAID. S'il reste à recouvrer, ce que nous disons, c'est que l'administration globale et l'administration fiscale en particulier n'est pas très performante pour recouvrer ça. Et on imagine d'autres solutions, on s'est dit, puisque nous, au niveau de l'administration, n'est pas performant, pourquoi ne pas contacter des prestataires, contracter avec des gens qui peuvent être plus efficaces et puis recouvrer pour nous. Vous avez 600 milliards, 400 milliards à récupérer. Si quelqu'un vous dit, moi, je suis effectivement en place, je suis outillé pour faire ça, je vous ramène 300 milliards, vous me payez une proportion, est-ce que ce n'est pas mieux que de traîner des boulets comme ça? Mais que pensent les partenaires sociaux de cette approche? Ils disent qu'on veut privatiser l'administration, alors que dans tous les pays au monde, on fait intervenir des partenaires qui sont habitués à être plus efficaces, et éventuellement si c'est dans le privé. C'est le résultat qui compte. Vous répondez, on prend des états d'esprit. Je pense que la question du téléspectateur s'adressait même beaucoup plus au gouvernement. Hein, parce que oui, il a parlé de la légalité et il a parlé il a parlé aussi des autres travailleurs. Oui. Je pense que nous l'a dit ici, chacun est spécifique à son niveau. Et il appartient à lui, il est enseignant, voilà, à eux de s'organiser dans leur cadre syndical. Je pense qu'il y a une coordination des enseignants, de poser le problème et le gouvernement va examiner. Nous, on n'a pas à dire que le gouvernement doit l'argent ici, il y a l'argent pour régler. Courtement. Sur la base légale, on a déjà évoqué ici. Je pense que la réponse a été donnée. Ce sont des textes réglementaires qui règlent la gestion des fonds communs. C'est d'ailleurs l'objet de notre question. Nous, on voulait avoir la légalité, Madame le ministre. Mais permettez-moi quand même de... Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de bulletin oui. Non, sur le fonds commun, les États sont clairs. Chacun peut... On n'appelle pas ça bulletin, mais il y a un point qui peut être fait et chacun a un peu sa situation. La base légale est à renforcer pour se conformer aux différentes dispositions réglementaires, la loi des finances aussi. En fait, on prend M. Philbert Savadogo qui nous appelle de Waïguia. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question, s'il vous plaît. Alors, je voudrais d'abord... Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur parce que vous avez des échos? Je voudrais d'abord faire une observation. Oui, allez-y. En vous éloignant de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Dans un premier temps, quand les agents parlent du fonds commun, la somme a évolué parce qu'ils ont beaucoup plus retrouvé des sommes, ils doivent savoir aussi que la population de 2011-2007 n'est pas la même que la population actuelle.
Donc, ce n'est pas forcément un effort de recouvrement, mais c'est peut-être dû aussi à une augmentation de l'assiette fiscale. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous voyez, nous sommes par exemple des opérateurs privés. Et au moment où on encourage le civisme fiscal, alors, imaginez-vous quelqu'un qui est prêt à aller chaque fois payer ses impôts. Vous mettez votre carburant, vous partez trouver l'argent dans son bureau privatisé, vous payez, et après, c'est lui qui va recevoir des discours parce qu'il a fait des recettes. Et pourquoi pas vous qui avez été prompté, qui avez mis votre carburant pour aller rapidement payer, pourquoi on ne vous encouragerait pas en vous faisant par exemple une discours? Alors, ensuite, concernant par exemple nous autres les prestataires de services, il y a des revenus à la source. Je voudrais demander qu'est-ce qui est donné des agents qui reviennent à la source et qui s'en vont verser aux impôts. Alors, qu'est-ce qui est donné à ces agents qui nous font des revenus à la source pour venir verser aux impôts? Sans oublier aussi que quand les agents parlent donc de sortir recouvrés, c'est parce qu'il y a des forces de l'ordre qui les accompagnent, qui ne vont pas avoir quelque chose. Est-ce que les fonds communs sont élargis aux forces de l'ordre qui les accompagnent? Enfin, ma remarque, il faudrait voir quand on parle beaucoup, on dirait que nous, les contribuables, c'est peut-être mieux de jouer au cache-cache avec ces agents des impôts-là. Pour que eux aussi, ils poussent un peu avant de pouvoir recouvrer l'argent. C'est pas vous peut-être qu'ils veulent justifier leur fonds commun. Sinon, nous, on va très rapidement payer sans même attendre qu'on vienne les chercher. Et c'est eux qui ont le fonds commun, ils se justifient une partie. Voilà, j'en ai fini. Merci, monsieur Sawadogo, de nous avoir appelé de Waïbéa. La question vous est adressée, une partie peut-être au gouvernement, mais il n'arrive pas à expliquer pourquoi quelqu'un qui se déplace dans vos guichets payer ses factures, vous qui recouvrez donc dans le guichet devez avoir des retenues justement là-dessus. Ok. Monsieur Traoré. Voilà, et sur sa question, il faut dire que les moyens de paiement, c'est rare de voir dans notre société les gens se lever eux-mêmes comme ça, venir payer leurs impôts. Il y a toujours des contraintes indirectes. Voilà. Soit on fait des lettres de relance, soit c'est des appels téléphoniques. Ensuite, il y a des moyens de dissuasion, de telle sorte que si les délais passent, il faut y mettre des pénalités. Il a également parlé de la question des retenues à la source. Si vous prenez par exemple la direction des grandes entreprises, c'est eux qui payent près de 80% des recettes. Et si ces 80%-là, si vous regardez, la plupart c'est des retenues, c'est les UT, ce n'est pas leur impôt propre. Ces entreprises-là, ce n'est pas leurs bénéfices propres. Donc c'est une question d'architecture de l'économie. Donc si tout ce beau monde, par exemple le secteur informel, ils sont pratiquement près de 80% de l'économie. Je pense que l'économie c'est là. Ces 80% secteur informel là, les contributions, c'est à peine 2 milliards dans l'année. Et ça part au niveau des budgets des collectivités territoriales. Ça veut dire que 80% de tout ce beau monde-là, ils doivent contribuer au niveau des caisses locales. Si c'était bien payé, les communes ne doivent pas souffrir. Donc, beaucoup les moyens de paiement sont faits au niveau des grandes entreprises. Et vous savez qu'au niveau de ces grandes entreprises, s'il n'y a pas de contrôle, ils ne vont pas venir payer. C'est parce qu'ils savent que les gens doivent venir faire des contrôles. Donc, c'est les actions de contrôle, les actions de relance qui font que ces contribuables-là, on paie et puis ils viennent payer. Sinon, ce n'est pas des actes anodins. L'exemple est que la taxe de résidence est là. La question qu'il pose, c'est pourquoi vous devez avoir des ristournes alors que ce sont eux qui viennent, qui se déplacent chez vous pour payer. Il y a d'abord la gestion. Quand vous venez payer le receveur là, le receveur qui est là, qui est encaissé, il y a des caissiers qui sont là pratiquement jusqu'à 20h et ne descendent pas. Il faut arrêter les comptes. Ce qui fait une perte là, qui rembourse.
Il a parlé de sécurité. On n'a même pas de force de sécurité. Rien que la semaine passée, on a cambriolé un de nos services encore. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de développer notre plateforme là. C'est vraiment dommage. Sinon, les forces de l'ordre qui sont là au niveau des impôts qui travaillent, ils ont droit au fonds commun. Et vous avez vu qu'il y a un fonds commun également au niveau du ministère de la Sécurité. C'est tout ça le problème de gestion de nos finances. Voilà, ils ont des fonds communs et lorsqu'ils viennent au niveau du ministère, ils veulent encore des fonds communs. Donc ça fait qu'aujourd'hui, je vais peut-être dire un mot là-dessus, il y a des ministres aujourd'hui qui sont actuellement au niveau du gouvernement qui ont près de 2 fonds communs. Qui prennent l'urbanisme, il y a un fonds commun là-bas. Le ministre là-bas, c'est un collecteur des impôts. Il démarre toujours au fonds commun. Comme le SG dit qu'il n'y a pas de malversation financière. Qui prend au niveau de l'environnement. Le ministre n'est pas là pour vous répondre. Non, je donne l'exemple. C'est pour dire que. Quand vous citez nommément et que la personne n'est pas là pour la personne n'est pas là, il peut vérifier après. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que au niveau de tous ces personnels qui viennent appuyer là, ils ont souvent des rémunérations au niveau de leurs sources. Sinon, tous ceux qui contribuent de façon globale, ils ont droit. C'est pourquoi je donne l'exemple. Voilà. Monsieur Sommet. Oui, bon, je ne sais pas, sur la question, je n'ai pas d'éléments qui interpellent les forces de sécurité. Oui, il a expliqué, il y a des forces de sécurité sont aussi rémunérées. qui assurent, qui travaillent, puisque le système au ministère, tant que vous êtes un agent du ministère, ou que vous travaillez pour le ministère, il y a des règles de répartition qui font que vous Pourquoi ne bénéficiez. pas rémunérer aussi la personne qui se déplace, qui prend son moyen, qui se déplace dans les guichets, payer... qui vient payer son impôt, on le rémunère. Parce qu'il a fait un effort aussi. Ben, ça, je vois pas la logique. S'il vient payer, il doit payer un impôt, il le paye. Et puis, oui, c'est son obligation, il le fait. Et avec la modernisation qui se met en place, peut-être il n'aura plus besoin de se déplacer, puisqu'il y aura les téléprocédures. Vous pourrez le faire en ligne. La taxe de résidence, par exemple, vous payez ça avec le système de monnaie électronique. Voilà. Et même, aujourd'hui même, on a eu une présentation au niveau de notre cadre de concertation, où la Direction générale des impôts nous a présenté le système de téléprocédure. Il y a un certain nombre d'impôts que vous pourrez payer dès à présent en ligne, sans vous déplacer. On n'avait pas eu le temps d'évoquer la question des guichets dont on a évoqué un peu succinctement. Pourquoi vous êtes contre justement ce que vous appelez la privatisation des guichets? Non, ce n'est pas la privatisation. Et vous avez sorti d'ailleurs un chiffre, vous dites que ça devrait coûter 11 milliards de francs CFA. Non, ce n'est pas la privatisation des guichets. Ce sont les services de recouvrement où le ministère pense que pour plus de sécurité des sous, il faut venir installer des guichets banques au niveau des bureaux des douanes et les services ou bien les services des impôts du Trésor. Pour sécuriser, nous avons essayé de faire une projection pour voir est-ce que les pertes accusées par les trésoriers ou les receveurs, les caissiers des douanes, est-ce que ça vaut ce montant-là? Puisqu'il faut balancer pour voir ce qui est bien pour vous avant de faire. Actuellement, nous avons la gestion des chèques. On dit que chaque receveur a droit à 14 comptes dans toutes les 14 banques au Burkina. Et on dit que chaque compte coûte 177 000 francs. Donc, multiplié par 12 mois, multiplié par... Quand on multiplie le tout, vous tapez voir, ça fait... Avec les 400 receveurs et caissiers, vous trouvez plus de 11 milliards. Et on dit ça ne suffit pas. Il faut envoyer les guichets là s'installer pour récupérer les numéraires. C'est encore de l'argent. Mais est-ce que, M. Traoré, vous allez répondre, vous allez répondre, il n'y a pas de problème là-dessus, mais est-ce que là, vous avez parlé tout à l'heure des risques de vos collègues qui sont peut-être cambriolés ou vos bureaux qui sont cambriolés, est-ce que ce n'est pas là un moyen beaucoup plus sécurisé pour vous accompagner à éviter justement ces cambriolages? Il faut dire que pour nous, c'est la vie humaine d'abord qui est très importante. Donc pour le gouvernement aujourd'hui, il faut sécuriser l'argent. Quand les bandits vont venir là, ils vont les massacrer comme des moutons. Donc non, je réponds. Donc c'est pour nous. Vous aurez droit à la parole. Puisque les banques sont installées au sein des services. Donc si les banques sont installées là-bas, il faut des forces de sécurité. C'est au sein des services qu'ils sont installés. Ensuite, là-dessus, c'est parce que l'administration ne connaît pas les procédures. Il y a des textes qui existent. Ils disent que lorsque le montant atteint 100 000 francs, on doit payer ça par banque, ou par virement. Donc, en principe, si c'est respecté, c'est des petits montants de 50 000 qui doivent être encaissés. Mais l'administration elle-même ne respecte pas les textes.
ils laissent les contribuables envoyer souvent des sommes importantes au niveau des guichets. Aujourd'hui, il y a un immeuble qui est là, qui est acquis. Il y a la banque là-bas qui est déjà prédispositionnée. On a dit à la banque de bouger. Parce que si les banques doivent venir, il faut des contrats. Ces contrats qui vont être signés, c'est des sommes qui sont importantes. Ensuite, il y a le fait que dans ces services-là, en dehors de l'argent qu'ils viennent prendre, les agents qui sont là, il faut les sécuriser. Donc, c'est ces motifs-là qui font qu'on dit qu'il faut arrêter ce système-là. Monsieur le RG. Gaspillage des ressources. Donc, effectivement, il y a un projet de mise en place des guichets de banques rapprochés auprès des receveurs des administrations financières pour l'encaissement direct du numéraire. C'est un projet, ça, c'est pas encore en place. Mais ce qui a été dit là, avec l'histoire de 11 milliards, c'est vraiment une information erronée. C'est dommage, parce que là, on a les éléments précis qui ont été produits par nos services. Allez-y. Les frais bancaires liés au compte des receveurs des administrations financières au niveau des douanes et des impôts. Donc, les frais qui sont liés au fonctionnement des comptes, ils sont constitués d'un montant forfaitaire mensuel de 150 000 francs. Par contre, donc, il y a environ 700 comptes fonctionnels actuellement. Il y a tous les comptes qui sont fonctionnels. Donc, en attendant la mise en place de ces guichets de banque-là rapprochés auprès des RAF, et donc les comptes n'encaissent pas des chèques d'un montant important, donc ils sont en cours qui n'encaissent pas des chèques d'un montant important, sont en cours de fermeture, si bien que le coût total annuel de l'opération est estimé à 750 millions de francs. Le coût total de l'opération annuelle, c'est 750 millions de francs. Alors, donc, vous voyez la différence. On doit souligner que depuis la mise en place de cette nouvelle procédure d'encaissement des chèques par les banques au profit des RAF, le flux de chèques impayés a été maîtrisé et la trésorerie de l'État s'est nettement améliorée. Donc, vous avez vu le titre, les flux de chèques impayés étaient estimés à 750 millions par mois, soit 9 milliards de francs CFA dans l'année. Et si on fait le rapport entre 750 millions et 9 milliards, il est évident que la mesure qu'on a mise en place, elle est efficace. À moins qu'on pense vraiment qu'il faut revenir aux mauvaises pratiques qui favorisent donc les contribuables indélicats. Cette solution-là permet réellement de minimiser la situation des chèques. Le syndicat a beaucoup contribué à la mise en place de ces gestions de chèques-là, sous la tradition avec le ministre Anou. Donc, quand on dit que voilà, bon, c'est comme si c'était une trouvaille du nouveau pouvoir, alors que non. C'est sous la transition qu'on a ici ces gestions de chèques. Non, c'est juste donner les données. Hein. Voilà, l'analyse des flux de chèques impayés en 2015. Voilà, vous dites que c'est comme si on voulait faire la promotion de... On va évoluer parce que le syndicat est soucieux. On ne va pas rester dans la guerre des chiffres. Voilà, on va... Monsieur Yambre Brahima est au téléphone. Il nous appelle de Wargaï. Bonsoir, monsieur Yambre. Ça, c'est les chiffres que nous recevons. S'il vous plaît, monsieur, nous sommes au téléphone avec monsieur... Nous sommes au téléphone avec monsieur Yambre Brahima. Bonsoir, monsieur Brahima. Voilà, je voulais poser quelques questions. Oui, allez-y. Le ministre, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur parce que vous avez des échos là? Le ministre, il est le plus petit fonctionnaire pleinaire et de la CISO là, on vous entend très mal, monsieur Yambre. Vous pouvez vous éloigner de votre poste? Oui, je suis déjà éloigné. D'accord, allez-y. Donc le ministre dit que le plus petit fonctionnaire c'est 4 millions. Je voulais savoir le plus bas combien. Et deuxième question, à l'heure actuelle, les contribuables et les bailleurs ont avancé de prix. Et depuis le plateau, on voit des actions maintenant utilisées sur le fonds commun. Croyez-vous que ce pas nécessaire de pouvoir acheter des bailleurs de fonds et des étudiants de les impôts? Et la troisième, le gouvernement... Malheureusement, on vous entend très mal, monsieur Yambre. Juste le temps que la régie règle votre ligne téléphonique et on vous rappelle. Alors, nous avons une question ici de Bien Amidou. Qu'est-ce que ces agents font de mieux que les autres travailleurs pour mériter de fonds de contribuables? Ce fonds convient-il avec notre Constitution? Un fonctionnaire est un fonctionnaire et chacun est important à sa manière pour la survie de l'autre. C'est M. Bien Amidou qui pose la question sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. La question qui veut répondre
Est-ce que, peut-être vous, M. Traoré? Okay. Tant qu'on a répondu à cette question, voilà, au niveau du mouvement syndical, aucun corps n'est plus important que l'autre. On va le rappeler toujours. Et on a dit au niveau de l'opinion, tout ce que la bourgeoisie donne aux travailleurs là, ce n'est pas un cadeau. La bourgeoisie ne jette pas son argent gratuitement. Elle attend toujours une contrepartie. Donc, nous, notre souhait... Non, non, c'est important. La bourgeoisie, là, c'est le système financier, là. Il ne donne pas son argent gratuitement. Quand il donne, il attend une contrepartie. Il donne cet argent aux travailleurs, là, c'est pour les permettre de ne pas brader leurs sous. Sinon, si c'est gratuit, ils vont enlever. Mais nous, nous disons qu'au niveau de tous les secteurs, vous avez vu qu'au début, c'était les fonds communs ont commencé au ministère de l'économie et des finances. Aujourd'hui, on a 21 fonds communs. Et nous, on a pensé, puisqu'on a dit que ça concerne 10 ministères. Il faut dire 21 fonds communs et assimilés parce que... Oui, c'est des fonds communs qui dépassent. Voilà. Pour nous, déjà, c'est déjà étendu. En tout cas, le rapport, si on fait un effort d'ici là, ça va couvrir tous les ministères. Que j'ai pu consulter avant ce plateau. Ça va couvrir tous les ministères. Okay. Et nous pensons qu'il faut élargir et tôt ou tard, tout le monde va avoir les fonds communs. Et nous allons nous en réjouir. D'accord, M. Kadiogo. D'accord, donc moi je vais d'abord rectifier ce que SG a dit. Il dit que les 11 milliards, ce n'est pas exact, mais il faut qu'on le calcul, c'est que lui a donné, c'est 17 milliards. Ce qu'il a donné, c'est 17 milliards. Donc vous avez dit 150 000 francs par mois et par compte. Les frais bancaires liés au fonctionnement des comptes sont constitués d'un montant forfaitaire mensuel de 150 000 francs. On ne va pas continuer avec la guerre des chiffres sur ce plateau. Parce que nous répondons aux questions des téléspectateurs. Nous allons avancer. Maintenant, par rapport à ce qui nous a servi, je dis toujours... Et nous ne sommes spécifiques à notre manière. Quelqu'un d'autre peut réclamer sa spécificité. Mais une chose que je vais dire à l'opinion, c'est que dans tous les systèmes du monde, ceux qui travaillent dans le domaine des finances sont souvent les mieux rémunérés. Là, nous ne revendiquons pas par rapport à une opinion, mais c'est une information que je donne. Parce que quand vous prenez par exemple ceux qui travaillent dans les banques, vous prenez ceux qui travaillent dans les bourses de valeurs mobilières, vous prenez ceux qui travaillent je ne sais pas, dans les structures, les Wall Street, quoi. Vous prenez, ce sont des gens qui ont envie. Et ici, au Burkina, ce n'est pas une spécificité du Burkina, c'est une création du Burkina Faso. Les histoires de fonds communs... Il y a quand même un pays comme le Gabon, peut-être, qui a réussi... Vous êtes sûr que le Gabon a réussi? En tout cas... Vous êtes sûr que le Gabon... Maintenant, par rapport aux 21 fonds communs, peut-être qu'il y en a qui ont des fonds communs dérisoires. Mais c'est se dire aussi que ça commence par petit pour monter. Quand vous avez dit que la douane en 1963 a commencé à avoir le fonds commun, mais si vous prenez les montants en 1963, vous allez dire que peut-être que ça ne suffit pas pour boire une bière. Mais c'est comme ça. C'est l'évolution. Ceux qui ont des fonds communs de 100 000, voilà, une dynamique tout à fait. De révision globale, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Mais bon, les travailleurs du secteur des finances ne sont pas forcément les mieux payés. Hein. Si vous prenez le travail du secteur des mines, je pense qu'ils ont des salaires plus élevés que ceux qui sont dans les banques. Ça me paraît évident. Donc, ce n'est pas nécessairement un argument. Il y a toujours cette envie de se justifier. Or, il s'agit ici d'être dans une situation où... C'est le gouvernement qui doit expliquer pourquoi il nous donne. J'ai pris ça comme une justification par rapport à l'interpellation de l'auditeur. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Je pense qu'on comprend ce qui se passe. Moumouni Baro, donc, sur les réseaux sociaux, dit « Je pense que la transparence, ça c'est un commentaire, de la gestion de la chose publique n'a pas besoin d'un fonds commun. Seul le patriotisme peut remédier à cela. » C'est un commentaire, donc on ne va pas polémiquer là-dessus. Il y a Sosten Blaise Yameogo qui dit « Donnons à tous les travailleurs. Moi, je suis de la culture, je mobilise des fonds au profit du trésor à travers le tourisme. Mais je ne gagne rien, je me contente de mon maigre salaire. » Le syndicat de la culture va s'organiser pour voir le ministère des Finances. Que chacun lutte pour prendre en compte ses propres intérêts. Non, parce que aussi, il faut dire aussi... et c'est la question d'ailleurs. Il faut dire aussi aux travailleurs, bon, il ne s'agit pas aussi d'avoir une solution simpliste pour dire qu'on va prendre les 150 000 fonctionnaires. Je ne sais pas s'ils sont 150 000, quelqu'un peut-il m'aider? Il y a combien de fonctionnaires en général? Autour de 180 000. Je vais clarifier mon idée. Oui. Il ne s'agit pas aussi de faire croire à l'ensemble de la population qu'on va servir la cagnotte. Voilà. Une fois qu'on a servi à l'ensemble des fonctionnaires du Burkina, que la problématique est réglée. Hein. Je pense qu'il faut aussi faire attention, parce qu'il y a tout le reste de la population qui a besoin aussi de récolter les fruits de la croissance. Ce qu'il dit reflète une opinion générale qui tente à dire aujourd'hui qu'il n'y a pas que le ministère des Finances qui mobilise ou qui fait des recettes. Ça, c'est un problème d'étape, je pense, qu'il faut régler. Mais je dis qu'il ne faut pas occulter
toute une autre problématique qui est beaucoup plus globale du partage des fruits de la croissance avec l'ensemble de la population. Parce que tout le monde n'est pas fonctionnaire. Absolument. Voilà, c'est ce que j'ai dit, quoi. Il ne faut pas forcément... Non, mais là, c'est sur la question même des ristournes qu'il faut retourner. On l'a réglé, je des pense recettes, que le débat était clair. C'est-à-dire que vous travaillez peut-être au ministère de la Culture, vous faites aussi des recettes, peut-être... Je pense que ça, c'est convenu. Hein. Les débats sont assez clairs qu'il faut tendre à élargir les bases de motivation des autres travailleurs. Et je pense qu'au ministère des Finances, ils ont la stratégie. Comment ils ont fait pour étendre à l'ensemble, au travail des finances qui n'étaient pas dans les régies? Eux, ils disent les 55 milliards à eux. Ils vont vous dire qu'ils ont lutté, certainement. Non, ce n'est pas venu en diminution des parts des autres. Hein. Non, peu importe. Le plus important, c'est que politiquement, de mon point de vue, il faut travailler à rendre équitable. Nous soutenons totalement. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir, parce que le temps qui nous est imparti est arrivé donc à terme. Malheureusement, on avait 90... C'est une des motivations de notre question, parce que je pense que quand on a regardé les préavis, nous avons estimé que, compte tenu du contexte national quand même, nous étions d'abord en train de penser que c'est parce qu'il y a un point du protocole signé l'année dernière ou il y a 2 ans qui n'a pas été respecté. Mais quand on a vu les points de revendication, et je l'ai dit aux syndicats à la télé et après avec eux, je pense que ce n'est pas des motifs suffisants pour aller en grève, surtout quand on prend le contexte difficile que lui l'a caractérisé de paupérisation, de défis sécuritaires. Ils vont en grève. Mais quand vous regardez, c'est des points mineurs. Il a même employé le mot. Oui, mais pour un bâtiment. Sous réserve, peut-être, on n'aura pas le temps de. On n'aura pas le temps. C'est la question du fonds commun, seulement nous, on n'est pas venu. On a souhaité que le débat là soit un peu large et on a toujours dit. Mais on avait convaincu que nous avions 90 minutes pour parler donc de tout cela. Et donc, je crois qu'on a largement. On va clôturer donc ce débat. Nous avions sur ce plateau M. Abel Somé, secrétaire général du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Avec nous aussi M. Mathias Kadiogo du syndicat national des travailleurs des douanes. Avec nous M. Ouseni Tamboura, député, représentant du mouvement du peuple pour le progrès ici sur ce plateau. Et puis M. Nongo Grégoire Traoré, syndicat national des agents des impôts et des domaines. Voilà, merci à vous aussi qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique et toute la coordination dirigée par Draman Guéné qui m'ont aidé à présenter cette émission. Bonne suite des programmes sur la RTV.